Bonjour, bonjour tout le monde. On vient de finir notre nettoyage. Alors, on vous amène cette semaine à visiter la ville de Whitehorse et autour. Une capitale qui a plus que, je pense que c'est 25 000. 25 000 habitants. 25 000 habitants. Allez, on y va. On y va. Go! Le ménage est fait, l'épicerie est faite, on a fait le changement d'huile, on a fait le lavage, on est prêt à partir en excursion. Puis la première chose qu'il faut faire quand on arrive à Whitehorse, c'est d'aller visiter le Visitor Center. Une source d'information complète, des gens sympathiques et en plus, le service est en français. C'est un bâtiment vraiment hallucinant à voir. Et pour préparer vos journées ou faire vos réservations, c'est vraiment l'emplacement. Oui. Et à ne pas négliger, pour les nomades numériques comme nous, il y a une station Wi-Fi avec du réseau Internet et haute vitesse. Yes! Yes, sir! À Whitehorse, on retrouve de tout. Il y a des musées, des restos, des cafés. C'est une grande ville. Il y a des grandes surfaces. Il y a tout. Le cœur de la ville tourne beaucoup autour de la grande esplanade qui longe la rivière Yukon. Ça part du bateau vapeur, puis ça vient jusqu'au centre-ville, où est-ce qu'on trouve le train qui vole jusqu'en Alaska, le totem de la réconciliation, et même le musée McBride qui nous relate toute l'histoire de la construction de la ville. Et à Whitehorse, il y a aussi un musée spécial, le musée de la préhistoire avec ses mammouths et ses dinosaures. En bout de ligne, au musée Beringia, je me sentais comme devant les ancêtres des espèces animales que Jean-Louis a filmées au nord du Nord. Depuis des jours, le vent souffle en rafale. La température ne s'est pas relevée au-dessus de moins 20 degrés Celsius depuis la mi-novembre. Nous sommes en avril. Au 80e degré de latitude nord, le soleil ne se montre pas au-dessus de l'horizon pendant 134 jours consécutifs. C'est le royaume du froid et de la glace. Les animaux habitant cet immense territoire se doivent d'être adaptés à des conditions qui apparaissent difficilement tolérables aux observateurs des latitudes tempérées. Pour souligner notre arrivée à Whitehorse, nous avions demandé aux résidents un endroit pour manger une bouffe typiquement yukonaise. On nous a recommandé un restaurant qui est ouvert seulement l'été et où il y a plus de résidents que de touristes qui vont manger à cet endroit. Il s'appelle le Klondike Rib and Salmon. Pour aller manger à ce restaurant-là, il faut aller donner notre nom au serveur. Et on ressort et sur le bord du trottoir, il y a un banc et on attend à ce qu'on vienne nous chercher. Lorsqu'il pleut, ils viennent même jusqu'à nous porter des parapluies. Fait que je vous donne un petit quiz. Qui a mangé le rib ou qui a mangé le fish and chip au saumon? Bon, on est entouré de chevreuils. Alors, c'est sûr que quand on a fait le voyage, on savait qu'on venait en plein été,
puis que c'est pas le bon moment pour les aurores boréales, c'est pas le temps des corridors migratoires des oiseaux, des canards. Les bêtes et les mammifères vont déjà avoir été s'accoupler. Les bébés ont commencé à vivre. Alors, tout le monde est dans la forêt. Mais j'avais une carte dans ma manche. Avec Lise, on avait trouvé au Yukon National Wildlife Reserve. Du moins, c'est ce que je pensais. Je pensais que c'était une réserve nationale de faune comme on a à Dundee, puis aux îles de la Paix, dans notre coin. Mais non, je m'étais trompé. Il y a une lettre de plus devant Reserve, c'est le Preserve. C'était le Yukon Wildlife Preserve. C'est un immense refuge pour les animaux blessés de la région, géré par un organisme sans but lucratif. Mais on ne parle pas d'enclos, là. Le terrain est tellement grand que chaque espèce a l'équivalent d'un zoo comme terrain de jeu. J'ai pu y filmer des bisons, des chiens de prairie, des caribous, des orignaux. À nouveau ce caractère sexuel secondaire à partir d'un bourgeon de cellules. La croissance du panache est extrêmement rapide. En 4 mois, un animal adulte peut développer une parure de 1,60 m d'envergure, pesant plus de 25 kg. Plus de 50% de la croissance se produit au mois de juin, où le panache peut s'agrandir de plus de 1,2 cm par jour. Cette croissance est très exigeante pour l'animal, puisqu'en plus des dépenses énergétiques encourues, une partie importante du calcium des os doit y être mobilisée. C'est le velours, un tissu nourricier très vascularisé qui alimente la croissance des bois. Il permet le dépôt progressif de cartilage qui s'ossifie grâce à des dépôts de calcium au mois d'août. La circulation sanguine très active dans le velours les éléments nécessaires à la construction et au durcissement du panache. Cependant, ce durcissement n'est pas un phénomène spontané. Il s'effectue tout au long de la croissance, de l'intérieur vers l'extérieur du panache. Le phénomène est contrôlé par les variations du niveau de testostérone chez l'animal. Le bruit et l'odeur de l'urine attirent l'attention des femelles. Se vautrant dans le mélange odoriférant, il provoque une véritable frénésie chez les femelles qui se disputent les effets ovulants des hormones du mâle. Sans précipiter l'accouplement, le mâle poursuit son patient manège de stimulation. Il faut attendre que la réponse soit appropriée. J'ai même essayé de filmer les bœufs musqués, mais Jean-Louis serait sûrement pas fier de moi. J'ai essayé de filmer les bêtes à 700 pieds de moi avec caméra à l'épaule. Je vous invite à regarder un extrait de son film sur le bœuf musqué, un film vendu dans plus de 80 pays.
Qu'il s'agisse de créer des liens ou de limiter les rapports entre les individus, chaque espèce sait se faire comprendre sans équivoque. Parmi les autres fonctions de la communication chez les animaux, il y a celle qui consiste à faire respecter son territoire et son troupeau. Les efforts de dissuasion de ce bœuf musqué visent à éloigner un mâle rival et à conserver l'autorité sur son harem. C'est en dernier recours qu'un affrontement a lieu, lorsque tous les moyens pour se faire comprendre ont été épuisés. Revenez-nous pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va vous montrer tout plein d'animaux que Jean-Louis n'a jamais filmés. Un privilège que je suis très content d'avoir.